Je m'appelle Elliot Sia. Moi, je veux vraiment être un paléontologue violoncelliste. Elliot a commencé à lire vers l'âge de 3 ans, par lui-même. Je me souviens, en première année, il nous disait souvent « Je n'apprends jamais rien de nouveau. Quand est-ce que ce sera mon tour d'apprendre? » J'aime pas trop l'école, alors. Je me sens comme si j'étais emprisonnée dans une bulle avec toutes les choses que j'aime pas. Ben moi, tous les jours, j'ai des pleurs. Je veux pas aller à l'école. Fais-moi pas ça, maman. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'elle tombe en dépression parce que tu le vois, le mal qu'elle a, là. Un enfant au potentiel, si c'est trop facile, eh bien, il risque de décrocher. Et puis, il risque de désinvestir l'école, de se désintéresser. Il faut penser que l'enfant avec un haut potentiel est aussi loin de la moyenne que l'enfant avec une déficience intellectuelle. Malheureusement, au Québec, c'est pas dans notre culture de célébrer la douance. Les élèves doués, talentueux, ça demeure un sujet qui est tabou. La matière noire, ce serait ce qui expliquerait une partie de la masse inconnue dans l'univers. Lohan, quand il a reçu son bulletin, il a réalisé qu'il était en dessous de la moyenne partout. Puis ça lui a fait un choc. Mon enfant qui pleure quasiment jamais là, s'est mis à pleurer inconsolable pendant des heures et des heures. Mon mari a dit « OK, c'est fini ». Puis il n'est jamais retourné à l'école depuis. Au Québec, il n'y a pas de loi pour déterminer la nécessité de services pour ces élèves-là. Donc, il ne se fait officiellement rien. Je dis quoi? Je dis à ces enfants-là, bien, allez à l'école, vous allez faire votre petit bout de chemin, puis on ne développera pas votre potentiel, mais c'est l'avenir aussi du Québec. C'est nos talents. Ma plus grande passion, c'est l'équitation et les chevaux. J'adore venir voir Romeo. C'est un Hoffinger, couleur Palomino. Je pense souvent à lui. C'est un très bon cheval. Je lis beaucoup des livres sur les animaux, la nature et les chevaux. J'ai appris à reconnaître les robes des chevaux, puis comment les identifier les races aussi, qui est le chef du troupeau, qui est en fait une harde. Le travail du mâle, c'est de protéger la harde. Alors, s'il y a un loup qui arrive, le mâle va piaffer, il va hennir pour lui faire comprendre que c'est pas son troupeau puis qu'il n'a pas le droit d'être là. Puis c'est lui, le dernier, qui va s'assurer que toutes les juments sont parties. OK. Ma fille, Marie-André, est très autodidacte. Elle aime lire, elle aime apprendre par elle-même. Quand elle s'intéresse à quelque chose, c'est très intense. Elle va chercher le plus d'informations possible. Elle n'a pas peur de poser des questions. C'est très important pour elle d'en chercher plus, là. Alors moi, quand je vais être grande, j'aimerais avoir un ranch, mais dans le ranch, j'aimerais donner des cours d'équitation aux enfants parce que je veux aussi être enseignante. Alors, j'aimerais avoir au moins un Appaloosa, puis c'est un cheval western, un Appaloosa, c'est très beau. J'aimerais aussi avoir un Hoffinger parce que je trouve qu'il est beau leur pelage. J'aime leur crinière blanche, puis peut-être un Falabella juste pour faire mignon. Parce que le Falabella, il est considéré comme un cheval, mais il est plus petit qu'un poney. Il est haut comme ça, haut comme un chien. Puis si on est assez fort, je crois qu'on peut le prendre dans nos bras comme ça. C'est vrai? Ben, il est tout petit. Marie-André est très volubile. Elle parle depuis qu'elle est tout petite. Dans ses choix de mots aussi, c'est pas, c'est pas un divan, non, c'est un canapé. Ça, c'est à l'âge de 3 ans. Oui, des mots que nous, on n'emploie pas. À la première semaine de maternelle, ils nous ont donné une feuille des objectifs de l'année. On a fait la liste au complet de l'année. Elle savait déjà. Elle faisait déjà des additions simples à la maison. Marie-André, elle arrivait tous les soirs, puis elle dit, « Ben, j'ai rien fait. J'ai rien fait aujourd'hui. » Te rappelles-tu, le professeur, une fois, m'a dit en maternelle, « Écoute, c'est bien simple, elle pourrait prendre ma place, puis j'irais m'asseoir, puis elle pourrait prendre mon groupe en charge. » Je vais te brosser. Je vais faire bien ça, mon beau. C'est ça. Moi, j'ai découvert que Marie-André était douée en faisant des recherches sur Internet. Je suis allée voir les comportements qu'elle avait. J'ai sorti les mots-clés émotives, le sentiment de justice très important, le besoin d'en savoir plus. On m'a emmené à la douance. Puis là, j'ai lu le texte,
puis les symptômes. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, c'est ma fille, ça. Je sais que ta part ne t'a pas à avoir peur. Ils sont gentils. Gentils. Ah. Dans ces magazines, eh ben, ça explique de sujets variés. Ça commence par des photos, puis de l'actualité de science, une actualité scientifique. Okay. Là, ça parle de la matière noire. C'est quoi la matière noire? Il faut que tu m'excuses puis que tu me juges pas, parce que je suis pas super bonne en ça. La matière noire, ce serait ce qui expliquerait une partie de la masse inconnue dans l'univers. La masse inconnue? Oui, responsable du fait que les étoiles et les galaxies soient plus dans leur somme de leurs étoiles et de l'hydrogène qu'il y a dans le vide spatial, et bien ensemble est plus basse que la masse répertoriée. Mais ça représenterait juste 20% de la matière dans l'univers. La matière que nous, on connaît, représenterait que 10%. Et les 70 autres pourcents, une autre forme qui s'appelle l'énergie noire, qui, elle, serait responsable du fait que l'expansion de l'univers, ce n'est pas juste que ça diminue. L'expansion de l'univers, ça va plus vite. Une des fois où j'avais été le plus frappée de sa précocité, il devait avoir, je dirais, 18 mois, quand on a réalisé qu'il connaissait l'alphabet. Puis là, on s'est dit, ouais, ça va être beau à l'école. Fait qu'on avait déjà une idée que ça serait compliqué. Il devait avoir 2 ans et quelques mois. Je me souviens qu'il m'avait parlé des planètes. Puis je disais, tu connais les planètes, Loane, peux-tu m'en nommer? Là, il m'a dit, bien oui. Il dit Mercure, Vénus, Terre, Mars. Puis il a continué comme ça dans l'ordre. Là, je me suis mis à... J'ai réalisé qu'il était en train de me nommer les planètes dans l'ordre. Puis après, ben, je pense qu'il devait avoir 3 ans, où là, je brossais mes dents. Puis il m'a demandé, ça veut dire quoi, Colgate? Puis là, j'ai réalisé qu'il savait peut-être lire plus que ce que je pensais. Puis à partir de là, je lui faisais lire quelques mots. Puis en effet, il savait pas mal lire. L'idée que je me suis toujours fait de l'éducation des enfants, en plus, c'est qu'il faut les suivre, il faut pas les pousser. Quand Loane était enfant, je travaillais dans un bureau. Donc, comme n'importe quelle mère qui travaille à presque temps plein, j'avais peut-être une 10-15 de minutes le soir où je prenais le temps de lui lire, mais c'était pas plus que ça. Sauf que pendant cette lecture-là, je voyais, lui, son intérêt, puis les questions qu'il posait, puis pourquoi c'était le mot, puis pourquoi. Donc, il n'a pas appris tout seul à lire, mais il a appris par ses questions, puis c'était un apprentissage qui venait vraiment de lui. Mais lui, il a réalisé qu'il savait lire juste à 4 ans. Puis quand il a réalisé, là, il est retourné dans sa chambre, puis on l'a perdu pendant des heures et des heures, mais même des jours. Parce que là, il était tellement heureux de pouvoir lire tous ses livres tout seul, puis de ne pas avoir à attendre après nous. Lorsque Loane était à la garderie, on l'a fait évaluer quand même assez tôt, parce que là, on se rendait compte qu'il commençait à lire, il commençait aussi très bon en calcul, puis il se faisait pas d'amis. Puis aussi, une autre difficulté pour lui, c'était de suivre des consignes sans qu'on lui explique. Tu sais, souvent, les adultes vont dire, ben, c'est comme ça parce que je l'ai dit. Mais lui, il comprenait pas qu'on pouvait le forcer à faire quelque chose sans lui expliquer pourquoi. Puis, il se mettait en colère, puis il était vraiment opposant à la garderie. Puis, à chaque fois que j'allais le chercher, on me racontait ce qu'il avait fait, puis comment il avait pas écouté. Donc, on avait décidé de l'évaluer, mais à ce moment-là, notre but, c'était vraiment de comprendre pourquoi est-ce que c'était si difficile avec les autres enfants. Je m'appelle Elliot Sia et je suis en 5e année. J'aime beaucoup la paléontologie, la musique et la nature. Moi, je veux vraiment être un paléontologue violoncelliste. Elliot a commencé la maternelle et on savait qu'il était un peu en avance sur ses pairs. Les premières manifestations qu'on a eues chez Elliot, ça a été tout d'abord la lecture à un âge très tôt. Il a commencé à lire vers l'âge de 3 ans à peu près par lui-même. Et en fait, c'est même la gardienne qui m'a annoncé qu'il savait lire. Je n'avais pas remarqué. On parle anglais et français à la maison. Il a commencé par la lecture en anglais. Quincy, look out the window. Ellie, what you doing? It's a book. Are you reading a book? Yeah. Which book is it? I don't know. Ses intérêts étaient très pointus pour les sciences et les mathématiques. Il était fasciné par le tableau périodique. À l'âge de 4 ans, il m'a demandé s'il pouvait l'apprendre par cœur pour être prêt pour le secondaire. Donc, c'était quelque chose qui l'intéressait énormément.
Dès le départ, en première année, Elliot était beaucoup plus avancé que les autres de la classe. Son enseignante nous a contactés en septembre pour nous dire que ça fonctionnait pas très bien puisqu'elle trouvait qu'il perdait son temps, qu'elle le bloquait dans ses apprentissages. Donc, malheureusement, après les vacances de Noël, les choses se sont un peu gâtées. Elliot s'est mis à être plus dépressif, moins motivé par l'école. Et c'est là où on a fait une première évaluation pour voir à quel niveau il se situait en français et en mathématiques. C'est là qu'on a décelé une avance d'à peu près 2 ans sur ses pairs. Lorsque l'école ne peut expliquer le comportement de ces enfants qui, pourtant, ont toujours eu une soif d'apprendre, les parents qui en ont les moyens poursuivent leur investigation au privé chez les neuropsychologues. Les parents viennent nous consulter parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien avec leur enfant, à l'école, avec les amis, au niveau de l'apprentissage. C'est très rare qu'ils vont venir dire « Je pense que mon enfant est doué ». Quand on parle de douance, c'est le terme peut-être le plus fréquent au Québec, mais en même temps, il y a vraiment une terminologie là-dedans. On parle souvent de haut potentiel, qui est peut-être un terme un peu plus européen, mais qui arrive de plus en plus au Québec dans notre jargon. Un haut potentiel, c'est un phénomène quand même assez rare. Il y a peut-être environ 2 % de la population d'enfants qu'on pourrait qualifier de haut potentiel. Quand on parle de douance, on parle d'intelligence en même temps. C'est sous-entendu. Aujourd'hui, la façon dont on mesure l'intelligence, puis là, je ne veux pas dire que ça se réduit à ça, l'intelligence non plus. Il y a plusieurs types d'intelligence, mais l'intelligence qu'on va aller mesurer pour qualifier un enfant ou une personne de haut potentiel, c'est les tests de quotient intellectuel ou de potentiel intellectuel. Classiquement, c'est les échelles de Wechsler pour enfants ou préscolaires ou pour adultes et qui vont quantifier le QI, le quotient intellectuel. Pour les enfants d'âge scolaire, c'est le WISC qui est utilisé. Dans le WISC, on a des échelles de raisonnement, ce qu'on dit l'intelligence, entre guillemets. Donc, le raisonnement langagier, verbal. Je pose des questions, l'enfant me répond, on échange, on approfondit, on fait des liens. Donc, pas juste les connaissances acquises à l'école, mais vraiment les liens abstraits. Pourquoi est-ce qu'une montagne et un lac, ça veut dire que ça se ressemble? C'est quoi le lien? Il y a toute cette intelligence-là langagière, mais il y a tout le raisonnement abstrait visuel. Tu vois, tu as une image, oui. Il en manque un morceau. Oui. Celui-là, oui. Le 2. Il y a aussi de faire des séquences logiques. Donc, voir les liens dans des images pour dire qu'est-ce qui vient compléter la suite. Le 5. Alors, il y a ces 2 indices-là de raisonnement. Et quand on parle de haut potentiel, c'est davantage à ces indices-là qu'on réfère. Dans la population, avec les tests de QI, la moyenne, c'est 100. Donc, le QI moyen, on va dire plus ou moins entre 90 et 110, on est dans la zone de la moyenne. Alors, on peut être brillant, on a 110, on est brillant, 120, mais quand on parle de haut potentiel, on est au-delà de la moyenne. C'est très significatif et c'est là qu'on va dire on est à 130 au moins de QI. Puis 130, si on le compare à la moyenne, faut penser que c'est aussi loin de la moyenne que la déficience intellectuelle est loin de la moyenne. Mais qu'un enfant ou un adolescent qui serait doué puis qui aurait un haut potentiel, oui, il y a le QI, mais c'est pas juste ça. C'est vers la France qu'il faut se tourner pour approfondir la question des enfants à haut potentiel intellectuel. Considéré comme une autorité en la matière, le neuropsychiatre et pédopsychiatre Olivier Revol dirige le service de neuropsychiatrie de l'enfant au Centre hospitalier universitaire de Lyon. Un enfant à haut potentiel, au départ, par définition, c'est un enfant qui a un quotient intellectuel supérieur à 130. Ça, c'est la définition de base. Mais c'est loin d'être uniquement ça. Un enfant à haut potentiel, c'est un enfant qui a la rage de tout maîtriser, de tout contrôler. On le voit bien avec ces enfants petits qui veulent choisir leurs habits, qui veulent argumenter parce qu'ils parlent très tôt. C'est un enfant qui est très sensible à tout ce qui se passe autour de lui, aux émotions des autres, qu'on appelle l'empathie. C'est un enfant qui a beaucoup d'humour, c'est un enfant qui est curieux de tout, c'est un enfant qui a une grande sensibilité, et c'est un enfant qui déteste l'injustice. Et vous voyez qu'on dépasse largement le cadre uniquement des compétences intellectuelles. Oui, il y a une avance intellectuelle, mais la panoplie d'enfants au potentiel, c'est tout le reste. Le haut potentiel est un phénomène à la fois si complexe et méconnu que les comportements des élèves à haut potentiel peuvent parfois être mal interprétés. Il y a plusieurs parents qui vont venir consulter. En classe, ils se comportent comme un enfant qui a un déficit d'attention, ce qu'on appelle TDAH. Est-ce que c'est ça? Quand on regarde les comportements, oui, il est inattentif, on donne des consignes de groupe, il écoute pas, il est en train de faire d'autres choses, il joue avec ses crayons, il part, il va vite, il répond trop vite, il a l'air impulsif, il donne la réponse, il a même pas levé sa main. Puis des fois, on se rend compte que
il y a peut-être les symptômes, mais la cause n'est pas du tout un trouble déficitaire de l'attention où les mécanismes attentionnels neurobiologiques sont atteints ou sont affectés. C'est qu'ils s'ennuient. Je pense qu'un certain nombre d'enfants à haut potentiel sont jugés abusivement TDAH. Pourquoi il y a cette confusion? Elle est très simple. Parce qu'un enfant qui bouge, un enfant qui argumente, un enfant qui n'aime pas les consignes, un enfant qui n'aime pas l'école, un enfant qui fonctionne, comme disent les parents, à l'empathie, c'est-à-dire qu'il est très dépendant de l'intérêt que lui porte l'enseignant, dans les deux cas, eh bien, on le retrouve aussi bien chez l'enfant à haut potentiel que chez l'enfant TDAH. Ça devient vraiment compliqué, et c'est fréquent, quand les enfants ont à la fois le haut potentiel et le TDAH. Parce que ceux-là, bien sûr, ils s'agitent, ils s'ennuient, ils argumentent de partout, et ceux-là, surtout, eh bien, on a raté le diagnostic du TDAH parce qu'ils ont pendant très longtemps compensé avec leur haut potentiel. Et on a raté le diagnostic de haut potentiel parce qu'ils ont abrasé cette impression d'intelligence à cause du TDAH. Donc ceux-là, finalement, ils ont une double peine. À nous d'en faire une double chance, finalement. On a fait évaluer Lohan, il avait presque 4 ans. On nous a dit que ses capacités étaient celles d'un enfant de 7 ans et plus. La psychologue parlait d'un possible déficit d'attention aussi, qui pourrait lui causer des difficultés. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait des écarts entre les sous-tests où il était très fort, par exemple au niveau verbal, alors qu'il y a d'autres sous-tests où c'était plus difficile. Puis ces écarts-là aussi, on nous a expliqué que ça pouvait lui causer des problèmes, parce que c'était un profil assez hétérogène. Il y a différentes catégories d'enfants à haut potentiel, et ces catégories, on les voit sur le QI, mais pas uniquement, parce que le QI n'explore que 2 formes d'intelligence, qui est l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence langagière. Mais rien que sur le QI déjà, on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui sont bons de partout, aussi bien quand on leur pose des questions, donc le niveau de langage est supérieur à 130, que quand on leur demande des petites réalisations pratiques qui ne font pas intervenir le langage. Donc on peut avoir 130 dans les 2 cas, on peut avoir 130 ou 140 ou 150 au langage et avoir que 80 ou 90 dans l'intelligence pratique. C'est cela dont on parle quand on parle d'enfants avec un QI hétérogène, alors que quand on a un QI homogène, eh bien on est bon de partout. La plupart des enfants au potentiel vont bien. C'est ceux qui certainement ont le potentiel le plus homogène, c'est-à-dire qui sont bons de partout. Ceux-là, on n'en parle pas. Ils réussissent bien et à l'école et dans les problèmes académiques et dans les relations sociales, et ceux-là n'ont pas de difficultés. Même si ils ont quand même tendance à s'ennuyer, tant qu'on n'a pas repéré leur haut potentiel. Si c'est trop facile, eh bien, ils risquent de décrocher. Et puis, ils risquent de désinvestir l'école, de se désintéresser. À la maternelle, Marie-André, elle m'est arrivée une journée en pleurant, et ça vient d'un enfant de 5 ans, là, on n'oublie pas. Elle m'a dit: pourquoi tu m'envoies là? C'est une honte à mon intelligence. Je savais pas quoi dire. Je trouve que c'est une très bonne école. Mais pour moi, je trouve que c'est pas assez. On apprend trop lentement. Puis, ouais, c'est ça. Alors, le prof explique une fois. La moitié d'une fois, parce que moi, je lis le texte avant qu'elle commence à parler. Mais j'ai pas le droit de commencer avant que tout le monde ait compris. Sinon, elle dit: ben attends, là, s'il y a des consignes que t'as manquées, j'ai tout lu le texte au moins 2 fois, là. Oui, elle excelle, elle n'a pas de misère. Mais tout ce qu'elle veut, c'est: gars, je peux-tu m'en aller? Je veux décrocher. Puis pour nous, c'est très dur. L'enfant, oui, a un haut potentiel intellectuel, mais il y a des sphères de sa vie, de son développement, qui sont pas à ce niveau-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que des fois, il y a des fragilités au niveau moteur ou psychomoteur. Donc, en motricité, le graphisme, l'écriture, la calligraphie, la coordination motrice, elle peut même être plus fragile qu'un enfant de 10 ans. Alors qu'on se retrouve avec un enfant qui a un potentiel de raisonnement de 14 ans, qui, lui, a 10 ans, qui a une motricité d'un enfant de 7-8 ans, puis il est pris avec ça, là. Tout ça, c'est dans la même tête, dans le même petit corps. S'il a un haut potentiel, l'enfant, mais pas de partout, qu'il est très bon à l'oral, en difficulté à l'écrit, qu'il est très bon à l'oral, mais que les repérages dans l'espace, ce qui est assez fréquent, ce qu'on appelle la dyspraxie, est compliqué, eh bien, son haut potentiel ne va pas être compris, ne va pas être bien vécu par l'enseignant. On va même lui reprocher, en disant: mais tu pourrais faire beaucoup mieux. On lui reproche finalement un handicap, puisqu'il ne fait pas exprès d'être dyspraxique. Et cela commence à être en difficulté. Et là, on voit apparaître ce qu'on appelle l'effet domino, ou le domino neurologique, puisque le haut potentiel et
les problèmes praxiques, la maladresse, c'est neurologique. Le domino neurologique fait tomber le domino réussite scolaire, qui fait tomber le domino estime de soi, qui fait tomber le domino ambiance familiale. Bref, on assiste à une chute progressive de tout un tas de choses qui, finalement, alors qu'au départ, l'enfant est bien équipé, même si ce n'est pas homogène, eh bien on arrive au bout du compte avec un enfant qui doute de lui-même. Quand Loane a commencé en maternelle, j'aimerais dire d'abord qu'il y avait une enseignante exceptionnelle. Parce que souvent, les parents, on passe pour les parents rois qui veulent toujours tout pour leur enfant, mais les 3 enseignantes qu'il a eues sur son parcours étaient très bien. Donc, dès la maternelle, il était suivi en orthopédagogie parce qu'il y avait une grande rigidité. Elle a remarqué déjà une grande rigidité avec le bras pour écrire, mais pour dessiner même. Mais elle me disait, l'enseignante, il y a 6 objectifs pour la maternelle. Il y a 3 de ces objectifs-là pour lesquels il faudrait qu'il recommence la maternelle. Mais il est tellement fort dans les 3 autres. Elle dit, on est allé visiter une classe de 4e année où il faisait un projet sur l'espace. Mais elle dit, lui, il passait de table en table, puis il connaissait déjà le sujet que tous les enfants avaient préparé. Donc, elle dit, c'est sûr qu'on ne peut pas le retenir en maternelle, mais ça ne va pas être facile. Pour comprendre pourquoi certains d'entre eux avaient des difficultés, le Dr Revol et ses collègues ont observé l'activité cérébrale des enfants à haut potentiel. Ils ont alors pu constater visuellement des différences entre les enfants à QI homogène et hétérogène, 2 catégories qui ont ensuite été ajustées puis renommées laminaires et complexes. Les enfants à profil laminaire, leur point fort, c'est qu'ils ont une pensée analytique de très bon niveau. Et donc, ils sont capables de développer un raisonnement et de le pousser très très loin. Un enfant à profil complexe va apprendre en créant très vite des automatismes. Et je fais comme ça parce qu'il va passer très vite du préfrontal où on raisonne, où on réfléchit beaucoup, où on va persévérer, au cortex pariétal, où là, au contraire, on va passer en pensée automatique. Les enfants à profil complexe, ils vont très vite passer de l'effort à la pensée automatique. Sa pensée, étant donné qu'elle passe très rapidement en automatique, elle est très rapide et en permanence, il va chercher de nouvelles idées. Donc ça me fait penser à ça, qui me fait penser à ça. Donc souvent, ce sont des enfants qui sont ultra créatifs. On a pu trouver certaines régions où le fonctionnement cérébral est plus important chez les enfants laminaires par rapport aux enfants complexes. Et donc on retrouve par exemple sur cette image, on voit 2 régions, une région ici postérieure et une région ici antérieure, qui sont les régions du langage. Donc ont été mises en évidence, qui ont été recrutées pour faire le test, qui était un test de mémorisation et de langage. Mais ce qui est encore plus important, ce qu'on peut voir sur cette image ici, on se trouve dans le cortex préfrontal droit, et c'est la région qui permet justement de planifier les choses. C'est la région qui permet aussi de contrôler l'inhibition. Et on voit que cette région est plus active chez les enfants laminaires par rapport aux enfants complexes. Et ça va dans le sens que justement les enfants complexes manquent de ce contrôle de l'inhibition. Et du coup, ils vont avoir plus de problèmes un petit peu socio-émotionnels, d'intégration sociale à l'école, par exemple, ou de difficultés émotionnelles vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres aussi. Les origines du haut potentiel sont encore un peu mystérieuses. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un terrain génétique. C'est-à-dire que très souvent, les enfants à haut potentiel, il y en a plusieurs dans la même fratrie, et un des parents, ou les deux, nous racontent, d'ailleurs a posteriori, qu'eux-mêmes étaient comme leur enfant. Donc il y a un terrain, et puis ce terrain a rencontré un environnement qui a favorisé ou pas ce terrain. C'est comme un don pour le sport. Si vous êtes doué pour le tennis et qu'on ne peut pas faire de tennis, vous ne développerez pas ce don. Donc les enfants qui sont bien équipés au départ, et pour lesquels ensuite l'environnement a favorisé, en les stimulant, leurs besoins de créativité et les a nourris intellectuellement. La plupart des enfants au potentiel vont bien. Par contre, dès qu'il est en difficulté, comme l'enfant dyslexique ou comme l'enfant TDAH, il doit absolument avoir la certitude que son profil a été compris et qu'on s'adapte à ce profil-là au lieu de lui reprocher, comme c'est souvent le cas. Les élèves à haut potentiel sont reconnus depuis plus de 10 ans par le ministère de l'Éducation nationale en France. La situation est tout autre au Québec. Il n'y a pas de loi pour déterminer la nécessité de services pour ces élèves-là au Québec. Donc, il ne se fait officiellement rien. À l'écurie, je me sens plus libre qu'à l'école. J'adore être là-bas. Je peux aller voir mon cheval, Roméo.
Puis on dirait que quand j'y parle puis que je chante des chansons, que ça l'apaise. Comme on dirait qu'il comprend que je veux pas lui faire de mal puis que je veux qu'il saute, je veux qu'il aille au trou. Puis je trouve que c'est des si belles bêtes que je veux que personne les maltraite. Quand on est rentré dans la classe de maternelle, le professeur qui était là, il disait, bon, maintenant, les amis, on va prendre le crayon et nous allons dessiner une forme. Puis là, j'ai tout de suite regardé Rob, puis j'ai dit, oh mon Dieu, elle est beaucoup plus avancée que ça, elle va s'ennuyer. Puis Rob, il m'a regardé, puis il a dit, oh oui. Après plusieurs questions qu'on s'est posées, moi puis Rob, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la stimuler pour l'année qui vient, pour la première année. On a fait la demande pour Marie-André à l'École internationale. La demande a été acceptée. On a vu une différence, plus d'entrain de vouloir aller à l'école, plus de bonne humeur. Ils sont plus autonomes dans un groupe international. Tu as tel travaux à faire, tu as fini, tu te lèves, tu vas chercher un livre, tu t'occupes par toi-même. Ça, Marie-André, elle aimait bien ça. À chaque semaine, elle avait soit avec un Méritas, soit avec un certificat, soit avec une mention disant « Marie-André a bien réussi. Marie-André a fait telle chose. » Ça, c'est un certificat en art plastique. C'est écrit que j'ai fait des efforts puis que j'avais un bon rendement dans mes apprentissages. Ça, c'est mon certificat du commissaire. C'est écrit pour son rendement scolaire, son comportement, son esprit communautaire, ainsi que sa relation positive dans son milieu. Tout le monde était fier de moi, mais moi, dans le fond, à force de recevoir des certificats, je savais pas trop pourquoi tout le monde était fier de moi comme ça. L'année finie, on reçoit une lettre comme quoi votre enfant doit retourner à son école d'appartenance. Marie-André était très déçue. Elle dit « Je vais recommencer à pas apprendre. » C'était première semaine, pas si pire, mais après ça, son regard s'est vidé. Elle a recommencé le pattern qu'elle avait en maternelle. Mais là, j'apprends rien. Je fous rien. Pourquoi aller à l'école? C'est quoi le but? C'est plate. J'ai pas d'amis. J'aime pas trop l'école, alors. Je me sens comme si j'étais emprisonnée dans une bulle avec toutes les choses que j'aime pas. Ça me rend triste des fois. Ben moi, tous les jours, j'ai des pleurs. Je veux pas aller à l'école. Fais-moi pas ça, maman. C'est très dur. Mais t'as pas le choix, faut que tu l'envoies. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'elle tombe en dépression parce que tu le vois, là, c'est ressenti, la peine qu'elle a, là, le mal qu'elle a. Là. Je veux pas parler contre l'école parce que c'est une école super. Le problème, c'est pas de leur faute. Ils sont pas adaptés. Et vu que Marie-André a fait ses choses puis est tranquille, elle n'est pas une priorité. Je dirais pas qu'elle est abandonnée, mais j'emploierais plus le mot « elle est comme oubliée ». Qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, il faut garder son intérêt. Nous, il faut continuer de la nourrir. Mais oh, attention, si je la nourris trop intellectuellement, qu'est-ce qui va arriver en troisième année? Pour accompagner les parents dans leur quête de réponse, l'organisme Haut Potentiel Québec a pour sa conférence annuelle réuni la docteure en psychologie de l'éducation, Lynne Massé, et l'un des pionniers de la recherche sur la douance au Québec, le professeur retraité François Gagné. Pour parler des différences individuelles, je vais partir d'un petit extrait de la Déclaration internationale des droits de l'enfant, faite par l'UNICEF et qui remonte à 1989, qui dit que l'éducation doit favoriser l'épanouissement de la personnalité et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Le programme scolaire est toujours conçu en fonction de la moyenne et même un petit peu en bas de la moyenne. Mais évidemment, quand on fait un programme qui vise ce niveau-là, bien, ceux qui sont dans le 10 supérieur, là, eux autres, ils sont complètement oubliés et ils maîtrisent les nouveaux apprentissages en 5-10 minutes et le reste du temps, bien, ils attendent. Ou bien ils jasent, ou bien ils font toutes sortes d'autres choses. Il y en a qui lisent et quand on leur permet ou on tolère la lecture. Mais grosso modo, l'élève talentueux, c'est un élève qui pourrait aisément faire le cours primaire de 6 ans, chez nous au Québec, en 3 ou 4 ans, facilement. Mon nom est Lynne Massé, je suis professeure au département de psychoéducation de l'UQTR.
Quand j'étais conseillère pédagogique dans une école privée, j'avais fait passer un test aux enfants, OK, de mathématiques, mais sur ce qui était à voir à la fin de l'année. Mais imaginez-vous que dans une classe ordinaire, j'avais 80 des enfants qui maîtrisaient déjà plus que 70 du programme qui était à voir d'ici la fin de l'année. C'est ça, j'ai fait ça dans des classes ordinaires. Imaginez-vous au niveau de la douance, mon jeune qui en sait encore plus. Mais ces jeunes-là, ils risquent de décrocher encore plus, puis de s'ennuyer, d'avoir des problèmes de comportement. Et là, on ne verra plus leur douance, parce que tout ce qu'on va voir, c'est leurs problèmes de comportement. Bonjour et bienvenue sur Mon Petit Hebdo à 102.3 FM. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio? 3 ans. Raconte-moi comment ça se passe quand tu fais ça. Eh bien, je recherche mon texte, je l'écris. Tu le fais tout seul? Oui, seul. Alors maintenant, on va avoir Loan. Loan, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? De faussaire. Wow! C'est quoi un faussaire? Un faussaire, c'est une personne qui essaie de faire des trucs faux pour gagner de l'argent. Oh! Pour gagner 100 000 $ facilement, il a vendu la Tour Eiffel à un ferrailleur. Heureusement, la Tour Eiffel n'a pas été vendue. C'était en quelle année, ça? Parce que ça me semble... En début des années 1900. C'est parce qu'il l'avait complètement oubliée, elle devait être détruite. Il ne la réparait plus. Il y avait dans un journal un article « Faut-il la vendre et la détruire ?» Et là, il y a une personne qui a utilisé ce truc « Faut-il la vendre ou la détruire ?» Et il s'est fait passer pour un agent d'État. Il l'a vendu à un ferrailleur. Ben, il l'a pas... OK, mais là, c'est drôle, mais comment ça s'est fini, cette histoire-là? Parce que ça... Le type, il s'est enfui dans un autre pays, puis il a vécu des journées heureuses pour le reste de sa vie. Loan, il a commencé sa première année en sachant déjà lire, déjà additionner, déjà multiplier. Au niveau des connaissances générales, il savait beaucoup de choses aussi. L'enseignante de première année avait compris cette avance-là. Donc, à un moment, elle m'a dit, il y a beaucoup de temps où je le laisse lire. Quand on fait l'apprentissage de la lecture, je le laisse lire. Même quand on fait des maths, je le laisse lire. Elle m'a dit, des fois, je le ramène dans le groupe, même si je sais qu'il sait déjà, juste parce que ça n'a pas d'allure qu'il soit toujours en train de lire non plus. Il se demandait, lui, pourquoi je vais là. Puis il nous le demandait à nous, mais pourquoi vous m'envoyez à l'école? Puis on disait, c'est pour que tu apprennes. Il dit, mais j'apprends rien. Puis on disait, oui, mais tu peux te faire des amis. Il dit, mais j'ai pas d'amis. Puis je disais, mon mari, il a raison. C'était rarement adapté à ses besoins à lui, parce que c'était jamais un apprentissage qui pouvait le stimuler. Mais en même temps, il y avait tellement de difficultés par ailleurs au niveau de l'écriture que les seules choses sur lesquelles il pouvait travailler, c'était des trucs dans lesquels il était très mauvais. Puis lui, ça le rendait triste. On cherchait quoi faire avec ça parce qu'il était blasé. Puis c'est jeune, je trouve, à 6 ans, pour être blasé. C'est sûr que l'école se sentait très démunie aussi, je pense. Ils nous demandaient conseil, puis nous, on était assez limités dans ce qu'on pouvait offrir comme conseil à ces gens-là. Là. On se demandait, est-ce qu'on devrait lui faire sauter quand même une classe malgré ses difficultés? On en a discuté avec l'école, l'enseignante de ce niveau-là et la direction, même l'ergothérapeute qui était venu aussi à la discussion. Puis là, la direction m'expliquait, moi, j'y vois autant d'avantages que d'inconvénients. Puis c'était aussi notre perception, à mon mari et à moi. Là. Ça pourrait être dur comme ça pourrait faire du bien quelque part. Donc finalement, on a décidé de l'essayer. On a sauté la 2e année. Puis il est arrivé directement en 3e année. Sauf qu'en 3e année, c'est une année où il y avait beaucoup d'écriture. Son enseignante lui demandait de reprendre beaucoup des lettres qu'il n'avait pas bien tracées. Il recevait ses copies, c'était toujours tout rouge. Il y avait de pas très bonnes notes. Donc là, mon petit gars qui savait lire à 3 ans là, avait 70 % en lecture. Lui, qui était toujours très bon en calcul, il me semble qu'il avait eu 60 % en mathématiques. C'est un enfant très fort en sciences, là, puis il avait eu 50 % en sciences. Donc, quand il a reçu son bulletin, il a vu que ses notes n'étaient pas bonnes. Il a réalisé qu'il était en dessous de la moyenne partout. Et puis ça lui a fait un choc. Mon enfant qui pleure quasiment jamais, là, s'est mis à pleurer inconsolable pendant des heures et des heures. Donc là, même mon mari a dit « OK, c'est fini ». Il a arrêté en décembre pour les vacances de Noël, puis il n'est jamais retourné à l'école depuis. Comment tu te sentais quand c'était le temps que tu ailles à l'école?
Je détestais ça, je me trouvais mauvais. C'est que on devait répondre à des questions pour voir si on comprenait bien la leçon, mais moi je ne répondais pas bien aux questions, donc j'avais des notes comme 60% à l'école en lecture, alors je passe tout mon temps à lire. J'aimais aucun de mes cours, vraiment. Le seul que j'aimais, c'était celui d'éducation physique. Je trouvais que l'école, c'était trop facile, mais que j'étais trop mauvais en écriture. J'aurais aimé ça que le niveau d'à peu près tout soit plus élevé, mais que le niveau en écriture soit un peu plus bas. Tiens, tu peux peut-être faire tes maths? Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'il fait l'école à la maison. Ça se passe beaucoup mieux parce que là, on suit son rythme. On travaille ses faiblesses comme ça se faisait à l'école, mais on travaille aussi ses forces. Puis c'est drôle parce que même lui, après quelques temps, il dit « Mais pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps? » Parce que c'était vraiment une situation très difficile pour lui, je pense. Le quotidien à l'école. Depuis aller à l'école, puis de faire l'école à la maison avec ta mère, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça m'a beaucoup aidé. Ah, je l'ai déjà fait, lui. Je passe beaucoup plus de temps aux sciences, à l'histoire, à la géographie. Ce genre d'affaires plutôt qu'au français, aux mathématiques, où on refait tout le temps les mêmes exercices. Puis ta mère, elle me disait que tu apprenais toute seule. C'est quoi ton truc pour apprendre tout ça? Je vais à la bibliothèque, je passe beaucoup de temps à la section documentaire en lisant des livres. Sur quoi? Sur tous les sujets. Ah oui, ici, là. Ma mère, elle m'apprend les maths et le français que je ne ferais pas si. Je dis ça, je ferais juste lire sur les sciences. Regarde, c'est écrit « Souligne le prédicat », ce que t'as pas fait. Est-ce que tu te souviens ce que c'est le prédicat? Je refuse. Je refuse. OK, pourquoi? Parce que je trouve que souligner, ça ne m'apprendra pas comment on écrit sans faire de faute. Oui, mais moi, je veux que tu apprennes aussi à suivre une directive. Sera. Il l'accompagne. Pour répondre aux besoins des enfants doués, la première chose, c'est vraiment de les comprendre. Et c'est aussi que si l'enfant a une autre difficulté à l'extérieur de sa douance, par exemple que l'enfant a un TDAH ou que l'enfant est anxieux, c'est de ne pas le limiter à son trouble d'hyperactivité ou à son anxiété, mais comme tout autre enfant, de le voir dans sa globalité. Et ça, c'est basé aussi sur un besoin de formation. Les enseignants ont besoin de comprendre comment l'enfant réagit. Isabelle Champagne s'est retrouvée par le plus grand des hasards à faire du remplacement dans la classe de son fils Elliot. Je suis moi-même enseignante et malheureusement, on ne reçoit aucune formation comme enseignante pour travailler avec des élèves qui présentent un profil de douance. Est-ce qu'on doit les pousser, est-ce qu'on doit les retenir? On n'a aucune indication de ce qui devrait être fait avec eux. Malheureusement, au Québec, il n'existe aucune formation. Dans aucune université, il n'y a même pas un seul cours qui tente de sensibiliser les futurs enseignants à cette population spéciale. Il n'y a pas de loi pour déterminer la nécessité de services pour ces élèves-là au Québec. Il n'y a personne au ministère de l'Éducation qui est responsable de ce dossier, même à temps partiel. Donc, il ne se fait officiellement rien. Officiellement. Les doués doivent donc se conformer au programme pédagogique existant. S'ils habitent le bon quartier, certains pourront par exemple fréquenter une école internationale. Mais les initiatives scolaires qui leur sont destinées sont presque inexistantes au Québec. Actuellement, le ministère de l'Éducation du Québec, on ne reconnaît pas les besoins particuliers des enfants doués dans les politiques, comparativement à beaucoup d'autres provinces du Canada qui ont une politique et qui ont des énoncés et où les enfants doués sont vraiment reconnus comme des élèves qui ont des besoins particuliers. Dans les commissions scolaires, il y a très peu de services qui sont tels quels étiquetés pour enfants doués. Il y a 2 seules commissions scolaires qui ont des services pour la douance. C'est la commission scolaire Marguerite Bourgeois et l'école Fernand-Séguin à la commission scolaire de Montréal. À la commission scolaire Marguerite Bourgeois, nous avons une politique pour élèves doués et talentueux depuis 2011. On est une grande commission scolaire. On dessert 55 000 élèves, puis environ 300 élèves qui sont touchés directement par la politique des élèves doués et talentueux. Nos enfants sont très chanceux puisqu'on fait partie de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Je pense à Elliot. Quand il n'est pas suffisamment stimulé, il s'ennuie, il tourne en rond, il cherche, il demande à faire plus. Je me souviens, en première année, il nous disait souvent « Quand est-ce que ce sera mon tour d'apprendre? Ce n'est jamais à mon tour, je n'apprends jamais rien de nouveau. » Elliot a été évalué par l'orthopédagogue de l'école lorsqu'il était en première année pour qu'on puisse le situer au niveau académique.
Alors, à la suite des résultats de l'évaluation, on a senti un besoin d'agir et on a décidé de lui faire un saut d'année immédiat. Donc, il est passé au mois d'avril de la première année à une classe de deuxième année et il a terminé l'année en deuxième année avec des élèves de deuxième année. Donc, en septembre suivant, on a décidé de placer Elliott en troisième année. Et ça s'est bien passé, sauf que, encore une fois, on trouvait qu'il s'ennuyait. À Noël, il avait pratiquement tout terminé son programme de troisième année. Il avait 8 ans à ce moment-là. On a pris la décision de le faire réévaluer au privé, au niveau psychologique, au niveau de la maturité et encore une fois au niveau des matières académiques pour être en mesure de prendre les bonnes décisions parce qu'on savait qu'un autre saut d'année était à l'horizon et on voulait être certain de prendre la bonne décision à ce niveau-là. Donc, on voulait avoir des données exactes pour pouvoir le faire. On a été un peu surpris lors de la deuxième évaluation parce que lors de la première évaluation, on parlait d'un écart d'à peu près 2 ans au niveau académique. Et à l'âge de 8 ans, on est arrivé avec une conclusion qu'il y avait un écart d'à peu près 5 ans entre son âge et son niveau académique. On a été un peu paniqués. On a vraiment senti le besoin d'agir à ce moment-là. On a parlé à l'enseignante qui travaillait avec lui en 4e année. On a pris la décision de lui faire sauter une autre année et l'enseignante en place a accepté gentiment de le garder dans la classe de 4e année, mais de lui faire le programme de 5e année, ce qui lui a permis de garder un lien avec les amis, les élèves qu'il connaissait déjà, de conserver le lien avec son enseignante et de reporter un peu le changement d'enseignante et de niveau à l'année suivante. Est-ce que tu apprends beaucoup de choses à l'école ici, tu trouves? Avant, je m'ennuyais beaucoup à l'école, mais en faisant ma 5e, c'est mieux. Mais il y a encore des choses que je connaissais déjà. Moi, je préfère être enseignée, mais il faut que je me débrouille tout seul. Les avantages d'apprendre par moi-même, c'est que ça va beaucoup plus rapidement. Oui, je m'ennuie moins. Alors concrètement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On a des conseillers pédagogiques qui vont se déplacer, qui vont faire des plans d'intervention avec les enseignants, les équipes de direction pour soutenir les élèves dans leurs problématiques, parce que ça peut être aussi des problématiques parfois. Quand tu me parles de crise, quand tu me parles de pleurs, mais il faudrait vraiment qu'on aille vérifier si ce ne serait pas une hypersensibilité. Un tout petit enfant qui arrive comme ça de première année, il a beau avoir la douance, mais il n'a pas l'expérience pour interpréter tous les autres signes sociaux qu'il peut voir. Il y a de l'enrichissement qu'on peut faire en classe. On peut aller avec un niveau de complexité plus élevé pour les élèves. Il y a des activités qui peuvent être mises sur pied à l'extérieur de la classe aussi. Puis souvent, il y a des pairages qu'on peut faire. Je vous donne un exemple très concret. Il y a un élève qui a été jumelé avec un biologiste. Il y a eu des cours à distance, tout ça. Le biologiste est très content de pouvoir participer à ça. Il y a des auteurs professionnels qui ont accompagné des élèves qui ont écrit leur premier roman. Elliott et son frère Benjamin, qui a un talent exceptionnel en musique, ont tous deux profité de la politique pour enfants doués et talentueux. Pour les garçons, ça a fait en sorte qu'on a pu avoir des projets, des accommodements spéciaux pour eux. Benjamin, le plus vieux, a eu droit à un projet de musique où il a pu former un petit ensemble à cordes, un petit trio cette année. Dans le cas d'Elliott, on a permis de lui offrir un cours de paléontologie qui, normalement, ne s'enseigne pas au niveau primaire ni secondaire. Je suis allée à l'Université McGill pour suivre des cours de paléontologie et de diversité des espèces. J'ai beaucoup aimé ça. C'était le soir avec mon père et l'expert en paléontologie. C'était vraiment amusant. Dans mon cours, j'étais avec des universitaires ou des gradués. À la suite de cours avec une experte en paléontologie, je devrais écrire un livre de ce que j'ai appris. C'est moi qui ai écrit le livre. Ça a été difficile de sélectionner l'information, mais facile de faire les recherches. Le projet de musique, c'est à mon frère. C'est un projet qu'on fait des trios avec une chef d'orchestre qui nous enseigne et qui nous donne des trucs pour faire un trio de musique de chambre. Le nom de notre trio, c'est Ben Elissa. Ben pour Benjamin, qui est mon nom. Elle pour Elliott, qui est mon petit frère. Et ça, qui est pour Sarah. Je joue de la musique depuis que j'ai 4 ans. Alors, ça fait 7 ans que je joue maintenant. Ben moi, jouer de la musique, ça me rend heureux.
Et c'est qu'est-ce que j'aime le plus. On fait le concours de musique du Canada. Et il y a 3 rondes, la régionale, la provinciale et la nationale. La nationale, cette année, est à Vancouver. Et on s'est qualifiés, nous deux, pour la nationale. Alors, on va aller à Vancouver. Je vous le cacherai pas, la mise en place de la politique pour élèves doués, talentueux n'a pas été facile. C'est sûr qu'au départ, ça ne faisait pas l'unanimité, puis c'est un changement de culture aussi, là. Et même parmi les gens qui ont voté la politique, il y a eu un débat. Il y avait des détracteurs, il y avait des gens qui se posaient de sérieuses questions. Les élèves doués, talentueux, ça demeure un sujet qui est tabou. Malheureusement, au Québec, c'est pas dans notre culture de célébrer la douance. C'est comme si on était gêné de ça, alors qu'ailleurs, en Europe, on le fait très bien, dans l'Ouest canadien, on le fait très bien. On a un rattrapage à faire certainement à ce niveau-là. Les raisons qui font qu'on a si peu de services pour les élèves talentueux chez nous peuvent remonter très loin. Une des objections qu'on retrouve souvent de la part, entre autres, du milieu syndical, c'est cette idée d'élitisme. On doit assurer à tous une égalité des chances, mais ça ne veut pas dire que tous ont besoin du même type de cheminement. Dans les arts et dans les sports, on est tout à fait ouvert à permettre aux élèves les plus talentueux d'aller à la limite de leur capacité. On a des conservatoires de musique, on a des écoles d'art. Dans les sports, on a le programme sport-études au secondaire. On a toutes sortes d'équipes spéciales, d'élite et tout ça, qui amènent les gens au niveau les plus élevés qu'ils peuvent atteindre. En éducation, on ne fait pas ça. Si je le regarde d'un point de vue d'un pays, on est dans une situation où est-ce qu'il y a une mondialisation, où est-ce qu'on doit avoir les meilleurs talents pour vraiment être plus créatif. Je dis quoi? Je dis à ces enfants-là, bien, allez à l'école, vous allez faire votre petit bout de chemin, puis on ne développera pas votre potentiel. Est-ce qu'on les amène au maximum de ce qu'on peut les amener, ou on fait seulement leur donner une diète pour qu'ils puissent rien que survivre, mais pas pour grandir? Mais comme nation aussi, qu'est-ce qu'on développe? On ne développe pas nos talents, on n'investit pas dans peut-être ceux qui ont le plus de chances de réussir. Là, je ne vais pas vous dire de ne pas investir auprès de ceux qui ont des difficultés. C'est pas du tout ça. C'est mon autre champ de spécialisation. Mais je veux rien dire que comme nation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au maximum de notre potentiel? On peut le voir comme une ressource naturelle. Et comment qu'on développe nos ressources naturelles? C'est l'avenir aussi du Québec. C'est nos talents. Le fait d'offrir des services aux élèves talentueux est souvent présenté comme une mesure qui coûte beaucoup d'argent. Mais bien souvent, les services spéciaux ne coûtent rien. Un saut de classe, ça ne coûte rien. Ça sauve de l'argent. Déterminée à adapter ses services à cette clientèle, la Commission scolaire Marguerite Bourgeois ouvre cette année ses 2 premières classes multiniveaux au primaire qui seront exclusivement réservées aux élèves doués et talentueux. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait dans une école idéale pour toi, maintenant? Beaucoup de profs. Qu'est-ce que tu apprendrais dans cette école-là? J'apprendrais tout. Et ça, ce serait pas dépendant de l'âge des enfants, mais dépendant du niveau des enfants. Dans chaque matière, dépendant de leur niveau, ils vont à des cours différents. Ça aussi, ça respecterait mieux les enfants. Mais mettons, toi, là, quand t'es partie d'école, t'es en 3e année, là. Oui. J'aurais préféré, par exemple, si c'était ce système de niveau, avoir en écriture, en français, donc des cours de 2e année, mais les cours de sciences comme de 6e, vu que je trouvais ça trop simple. Est-ce que tu as beaucoup d'amis ici à l'école avec qui partager tes passions? Il y en a moins qui partagent les mêmes passions que moi à l'école, alors c'est difficile pour moi. Est-ce que tu aimerais ça, avoir plus d'amis qui partagent les mêmes passions que toi? Oui, ce serait plus facile. On pourrait parler aux découvertes, ce qu'on a appris et échanger des connaissances. Le coup de théâtre, pour moi, ce serait qu'on apprendrait aux gens d'accepter tout le monde comme ils sont. Tu fais tout par toi-même, avec l'aide du professeur si tu en as besoin. En ce moment, on a eu une très belle nouvelle. Marie-André a participé Un test de sélection. à un test de sélection pour l'École internationale à rythme accéléré. Quand j'ai lu la candidature de votre fille a été retenue, pour moi, je peux pas dire la joie qui m'a habitée. J'étais tellement comme si tu m'avais enlevé des roches dans le sac à dos que je traîne. Excusez, j'étais émotif, elle passe. Elle a été sélectionnée. Même que quand on l'a donné la lettre à Marie-André pour la lire, elle a été tellement contente, ça nous a fait chaud au cœur. Parce qu'on sait que, rendu là, les possibilités sont plus grandes.
C'est certain que les décisions qu'on prend maintenant pour Elliot ont un impact sur son futur. On essaie de pas trop y penser, mais c'est certain que moi, je me dis qu'Elliot va rentrer au secondaire à 10 ans, il va rentrer au cégep à 15 ans. Donc, ça me fait peur d'envoyer un tout petit 10 ans dans le train, en ville, dans une école secondaire, avec des jeunes qui vivent l'adolescence quand lui n'est pas du tout rendu là. Je me demande si ces décisions-là, plus tard, ne vont pas l'affecter et le déranger, mais pour le moment, c'était la décision à prendre pour lui. Comme parents, ce qui est le plus important, c'est le bonheur de notre enfant. Et puis, quand on voit qu'ils n'y arrivent pas, c'est difficile à vivre. Quand je l'ai déscolarisé, c'était pour ça. Je serais très étonnée pour Loan qu'il y ait un retour à l'école avant, beaucoup plus tard, peut-être l'université ou le cégep. Parce que pour lui, c'est très difficile que les choses ne se fassent pas à sa façon, de la manière qu'il les voit. Mais en tout cas, moi, je suis assez contente de ce que je fais à l'école à la maison. Je me sens mieux, hein, je sens que je fais des progrès vu que t'es à mon niveau. Là, je suis rendue au bon niveau en écriture, puis en compréhension de texte, puis en tout ça. De faire l'école à la maison, tu le recommanderais à tous les enfants? Non, vu que il y a beaucoup d'enfants pour lesquels le niveau de l'école est approprié. C'est moi qui étais différent. J'espère que Benjamin et Elliot pourront continuer de progresser et de faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire d'apprendre, de jouer de la musique. C'est certain que je pense qu'ils veulent aller loin. Ils ont déjà des projets, des grands projets d'avenir. Puis j'espère qu'ils pourront les réaliser. J'espère que les gens sont soutenants, malgré leur jeune âge. J'espère qu'ils seront là pour les aider à progresser, puis à réaliser leurs rêves.